évidemment entendu parler de Greta Thunberg qui a décidé d'arrêter l'école pour forcer les adultes à agir et à mieux protéger donc notre planète. Et de façon générale, nous savons que les jeunes sont extrêmement préoccupés par ces questions. Et de fait, quand on entend toutes les informations sur le réchauffement climatique, sur les perturbateurs endocriniens, sur la pollution de l'air, ça peut nous angoisser. Donc nous avons décidé de faire le point au cours de cette conférence et nous avons donc le grand plaisir d'accueillir Stéphanie Janin, donc, qui est adjointe au maire de Montpellier, en charge du développement durable, de la biodiversité, de la culture scientifique. Bonjour madame. Nous accueillons également le professeur Ariane Sultan. On peut effectivement applaudir nos invités. Le professeur Sultan, donc, du service endocrinologie, diabétologie, nutrition au CHU de Montpellier. Et également Jérémy Seur, qui est responsable du groupe ingénierie cellulaire et tissulaire chez L'Oréal. Et puis on a décidé effectivement, parce que comme vous le savez, cette question préoccupe beaucoup les jeunes, de faire intervenir 2 jeunes comme grands témoins de notre table ronde. Et donc je vais demander à Mona et à Pierre-Louis de bien vouloir nous rejoindre. Et donc ils seront les grands témoins de cette table ronde qui sera animée par Béatrice Parino, rédactrice en chef adjointe du Point. Béatrice, bonjour à vous. Et je vous passe tout de suite la parole pour échanger avec nos invités sur ce sujet effectivement angoissant parfois. Merci Hélène, bonjour à tous, bonjour à mes intervenants. Première question finalement assez simple mais quand même compliquée. Que sait-on aujourd'hui réellement des liens entre pollution et pathologie, maladie ? Alors, je vais commencer avec le diabète et l'obésité, du coup. Le diabète, c'est lié à la pollution ? Alors, je vais commencer par la base, à savoir déjà définir ce qu'est un diabète. Donc, un diabète, ça se définit par une élévation trop importante du taux de sucre dans le sang. C'est ce qu'on appelle une hyperglycémie. Et finalement, cette hyperglycémie, elle est dangereuse parce qu'elle est susceptible d'entraîner un certain nombre de complications sur l'organisme. Et on sait aujourd'hui en France que le diabète, c'est par exemple la première cause de perte de vision en France. C'est la première cause d'insuffisance rénale et de mise en dialyse. Ce sont des termes que tout le monde connaît, la mise en dialyse. Et c'est aussi la première cause d'amputation de jambes, si on exclut les accidents de scooter, de voie publique. Donc ce qui vous démontre que le diabète, c'est une maladie avec des conséquences graves. La deuxième partie de votre question, c'était est-ce que c'est lié à la pollution ? Vraisemblablement, ce n'est pas lié qu'à la pollution. On sait, mais là je vais notamment parler de diabète de type 2, c'est-à-dire le diabète qui touche le sujet vers 50 ans et qui est associé au vieillissement de la population, mais aussi qui est une complication du surpoids et de l'obésité. Donc le facteur de risque majeur de présenter un diabète de type 2, c'est le surpoids et l'obésité. Ensuite, il y a le vieillissement qui rajoute un facteur de risque. Sauf qu'aujourd'hui, on sait que le nombre de personnes diabétiques dans le monde est beaucoup plus important et sera beaucoup plus important que ce qu'avait prédit l'Organisation mondiale de la santé. À savoir que, par exemple, l'OMS avait estimé qu'en 2030, il y aurait 300 millions de personnes diabétiques dans le monde. Au jour d'aujourd'hui, il y a 350 millions de personnes diabétiques dans le monde. C'est-à-dire que l'augmentation de l'obésité, le vieillissement des populations ne suffit plus à expliquer cette augmentation très importante du diabète, et notamment du diabète de type 2, et est mis en avant et suggéré par un certain nombre d'études le rôle de la pollution. Jérémy Seur, qu'est-ce qu'on en sait en fait des liens entre pollution et, alors je ne sais pas si le terme est exact, si on peut parler de maladie, mais en tout cas les petits boutons qu'on peut avoir sur la peau, ce genre de choses disgracieuses. Est-ce que c'est finalement que les hormones ou est-ce que l'environnement là aussi vient nous jouer quelques petites frayeurs ? Alors malheureusement, non, je peux confirmer que l'environnement joue sur les petits boutons, mais pas que, puisque ça va faire maintenant plusieurs années qu'on a mené des études cliniques à Mexico, à Shanghai, plus récemment en Chine. Les plus anciennes montraient déjà qu'une exposition à la pollution, un environnement pollué, altérait la surface de la peau.
avec des mécanismes d'oxydation. L'oxydation, c'est un petit peu comme la rouille, si vous voulez voir. Donc ça altère un petit peu la barrière cutanée, ça altère le sébum. Et plus récemment, on a mené une étude clinique en Chine où on a pu mettre en évidence des liens très forts entre l'exposition long terme, l'exposition chronique, c'est pas aujourd'hui il y a un pic de pollution et donc on va avoir une éruption cutanée. On a pu mettre en évidence que l'exposition long terme à un environnement pollué induisait des désordres pigmentaires, des petites taches, ce genre de choses, augmentait la prévalence d'acné. Donc c'est-à-dire que l'acné n'est pas plus sévère, mais par contre il y a plus de personnes avec de l'acné, à des âges où normalement on ne retrouve plus d'acné. C'est ce genre de désordre, et avec des corrélations plutôt intéressantes. Oui. Donc, est-ce qu'on est tous égaux finalement face à la pollution ou pas ? Est-ce que, parce que vous dites, on trouve des personnes à des âges où on ne devrait pas avoir de l'acné, on a de l'acné. Est-ce que finalement, il y a des personnes qui sont plus protégées que d'autres face aux polluants ? Pas sûr qu'on ait la réponse à cette question particulièrement difficile quand même. Ce qu'on sait, ce qui est important en tout cas pour le côté diabète, encore une fois, je ne réponds pas du tout à votre question, mais c'est quand même un point important, c'est qu'on sait que l'exposition de femmes enceintes à des polluants va conditionner le devenir du futur nouveau-né pour toute sa vie. C'est-à-dire qu'une femme enceinte qui est soumise à la pollution, le bébé qu'elle porte va avoir des modifications dans ses gènes, ce qu'on appelle des modifications épigénétiques, qui vont s'exprimer après la naissance et notamment pendant l'enfance, pendant l'adolescence et à l'âge adulte. Et pour le diabète de type 2, vraisemblablement que ces modifications épigénétiques participent au risque de développer une obésité chez ces enfants nés de mères exposées, mais également un diabète de type 2. Donc, je ne réponds pas vraiment à votre question, est-ce qu'on est égaux ou inégaux, mais en tout cas, je crois que c'est un élément important à considérer, surtout pour l'avenir. Parce que là, on parle d'aujourd'hui, 18 octobre, mais aujourd'hui, 18 octobre, les femmes enceintes, elles vont avoir des enfants qui auront les conséquences de la pollution qu'a subie leur maman. Donc c'est un élément quand même important pour l'avenir. Alors, autre question, alors là, je ne sais pas si vous arriverez à y répondre, mais on est entouré par beaucoup de polluants. Est-ce qu'on sait quels sont les polluants finalement les plus dangereux, les plus nocifs, et quid de ce fameux cocktail entre polluants, des effets du mélange des polluants entre eux sur la santé de chacun d'entre nous? Qu'est-ce qu'on en sait finalement? Est-ce que on est toujours dans des hypothèses ou la recherche a avancé? Je peux déjà donner quelques éléments sur le plan dermatologique, puisque dans l'étude clinique qu'on a menée, on a mené une étude de biomonitoring. Alors qu'est-ce que c'est le biomonitoring? C'est finalement être capable de quantifier au niveau individuel la quantité de polluants que l'on retrouve à l'intérieur des individus. Et ça, c'est par une approche tout à fait originale, puisque c'est dans le cheveu. Et le professeur avec lequel on collabore met en évidence que ces polluants viennent de ce qu'on respire, de ce qu'on mange, de ce qu'on boit. Et donc ça nous permet de faire des corrélations avec les signes cliniques qu'on a pu observer. Donc c'est l'exposition individuelle et les signes cliniques. Ce qu'on a appris de cette étude-là, c'est qu'il y a certains polluants, en l'occurrence, qui sont très corrélés avec les signes cliniques tels que les désordres pigmentaires, et c'est les HAP. Les HAP, c'est des hydrocarbures aromatiques polycycliques. C'est des sous-produits de combustion, lorsqu'on fait un barbecue, la viande trop cuite, vous savez, le pain trop grillé. Dedans, on retrouve ces polluants-là. On est tous exposés à ces polluants-là. On boit un café, le café est torréfié, on retrouve ces polluants-là à des doses minimes, bien évidemment, heureusement, puisque c'est des molécules cancérigènes avérées, donc à des très fortes concentrations, on peut avoir des cancers. Et là, nous, on a pu mettre en évidence à des très faibles concentrations, l'ordre du nanomolaire, donc il n'y a pas d'effet sur le cancer. Le corps est tout à fait capable de dégrader ces polluants à ces concentrations-là, mais on les retrouve très corrélés avec l'apparition de signes de taches pigmentaires dans la population la plus exposée. Alors on le voit, c'est un sujet de santé publique au niveau d'une ville, au niveau d'un collectif. Finalement, qu'est-ce qu'on peut faire? Il me semble que Stéphanie Janin, vous participiez ce matin à une émission, non, à une réunion très officielle sur le climat. Les deux sont liés. Voilà.
Qu'est-ce que vous pouvez faire, vous, au niveau local? Est-ce qu'il y a une réponse suffisante qui pourrait nous aider à vivre dans un être plus respirable? Merci. C'est vrai que les questions de pollution sont une des premières préoccupations des Français, et pour cause, puisque c'est la deuxième cause de mortalité après le tabac en France. Donc bien entendu, les politiques publiques doivent apporter des réponses par rapport à ces questions, ces questionnements, ces inquiétudes de nos concitoyens. Et nous avons là à croiser des visions européennes, nationale puis locale. Donc finalement, nous, en tant qu'élus territoriaux, nous mettons en place des actions qui répondent à des demandes nationales, voire européennes. Alors vous disiez effectivement à juste titre que je sortais à l'instant d'une réunion sur le plan climat. Donc nous, à l'échelon local, nous avons compétence de mettre en œuvre le plan climat qui, lors de sa dernière révision, a été rendu obligatoire également avec la partie R, c'est-à-dire qu'avant, il s'appelait le plan climat-énergie, et aujourd'hui il s'appelle le plan climat, air et énergie. Donc c'est bien ce document de compétences métropolitaines en l'occurrence qui doit apporter des réponses sur ces questions qu'on peut développer. Il faut savoir qu'à Montpellier nous n'avons pas de passé industriel, ce qui est plutôt favorable, on va dire, par rapport aux questions de pollution. Donc ce sont principalement sur les postes du bâtiment et du transport que nous avons beaucoup de choses à continuer à mettre en œuvre. En tout cas, c'est là qu'on doit agir. Ici, à Montpellier, c'est sur les transports et sur le bâtiment. Et justement, sur, par exemple, ces deux thématiques-là, est-ce que vous avez commencé à construire des schémas, en tout cas des hypothèses qui nous permettraient de voir vers ce qu'on pourrait aller, et dans le cas où les autres grandes villes françaises se mettaient aussi à suivre ce schéma-là, dans quelle mesure nous pourrions habiter sur une planète un peu plus saine, plus respirable? Et à quel horizon? Alors nous mettons en place une feuille de route qui s'appelle la feuille de route qualité de l'air. Donc ça, c'est une demande au niveau national et qui doit se traduire à l'échelon local par un certain nombre de prises en compte et d'actions qui sont menées d'ailleurs à toutes les échelles et dans toutes les thématiques. Alors très concrètement, nous avons des rendez-vous réguliers en préfecture, et ça c'est valable dans toutes les agglomérations, parce que cette question de pollution, c'est une question qui est valable dans toutes les agglomérations, et nous avons tous à améliorer les politiques publiques dans ce sens. Donc très concrètement, nous avons une feuille de route en fait qui est bâtie avec l'ensemble des partenaires, donc les collectivités locales, métropoles, villes, départements, régions, et l'échelon national. Et nous discutons ensemble en fait thématique par thématique. Par exemple, nous, notre feuille de route qualité de l'air, elle comprend 16 thématiques, donc qui vont des transports au bâtiment, sur un certain nombre de choses, une mise en place d'une zone à faible émission également. Donc nous travaillons comme ça à améliorer la qualité de l'air à tous les endroits de la ville et de manière globale. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que pour ces questions de transition écologique plus globale, on a vraiment besoin de faire sans cesse cet aller-retour entre la grande échelle et la petite échelle, entre la vision prospective, lointaine, sur laquelle on se base sur des données scientifiques qui nous sont données, et sur les réalisations opérationnelles qui se font tout de suite, comme la mise en service d'une ligne de bus, la mise en place de pistes cyclables, etc. On a besoin de faire sans cesse, et ça c'est dans toutes les thématiques, pas seulement la question de la pollution, cet aller-retour entre les échelles, et c'est ça qui rend aussi plus complexe la mise en œuvre de la politique publique, puisque c'est assez nouveau, on doit répondre à des enjeux internationaux, nationaux, et enfin nous, l'échelon local, qui mettons en œuvre, qui sommes au contact direct avec les citoyens, et qui voyons aussi comment on peut les amener vers cette transition. Vous l'avez indiqué, il y a plusieurs échelons, européen, national et local, mais il y a aussi un autre échelon, le niveau individuel. Qu'est-ce qu'on pourrait faire, nous, chacun d'entre nous, individuellement, finalement, pour que les choses aillent vers le bon sens ? Alors, par exemple, on a parlé un petit peu du transport. Je pourrais évidemment détailler un certain nombre d'actions si on a le temps de le faire. Nous avons aussi un axe très fort sur la rénovation thermique des bâtiments. C'est vraiment une politique publique qui va prendre des virages à 90 dans les années à venir. D'abord parce qu'on nous le demande à l'échelon national, et puis parce qu'en termes de transition écologique, c'est une thématique sur laquelle les politiques publiques n'ont pas été très avancées ces dernières décennies, ou alors
ponctuellement, c'est-à-dire pas dans la massification. L'État nous dit aujourd'hui de rénover 500 000 logements par an. Comment ça se traduit dans les territoires? Quels outils avons-nous pour le faire? Et donc là, à la métropole de Montpellier, on a pris quand même ce sujet à bras-le-corps depuis plusieurs années et nous accompagnons un certain nombre de copropriétés dans l'aide à la décision et à la mise en œuvre de projets de rénovation thermique qui permettent donc de jouer sur plusieurs leviers. Évidemment, la question de la pollution, la limitation des gaz à effet de serre et puis aussi une dimension économique, parce que ce sont nos entreprises locales qui peuvent réaliser ces travaux de manière non délocalisable. Et puis enfin, une dimension sociale, puisqu'aujourd'hui, la précarité énergétique devient un des curseurs et facteurs de précarité les plus visibles aujourd'hui. Et je crois que la palette de personnes que vous avez proposées autour de cette table est assez représentative de la complexité de ces questions de pollution et d'environnement de manière générale, puisque vous alliez là des citoyens qui s'engagent en politique à un moment donné, un professeur, l'aspect scientifique, c'est-à-dire qu'on a besoin de données scientifiques pour pouvoir savoir si nous allons dans le bon sens ou pas et comment rectifier. Et enfin, la dimension économique, puisque c'est vraiment tout un écosystème qu'on doit embarquer dans ces changements. Jérémy, Ariane, est-ce que vous avez des recommandations plus pratiques pour, finalement, à la maison, après avoir rénové notre appartement, avoir fait en sorte de dépenser moins d'énergie? Je rebondis sur votre exemple. Est-ce que aussi on peut adopter des comportements plus... Qu'est-ce que vous nous conseillerez? Je pense que déjà, on peut lutter contre les polluants alimentaires, ne serait-ce que par des petits conseils assez simples, c'est-à-dire qu'il faut peler, laver les fruits et légumes, les peler, ne pas manger la peau du poulet, par exemple, ne pas faire réchauffer les aliments dans des barquettes en plastique qui sont richissimes en polluants. Pour la pollution atmosphérique, j'ose pas dire le vélo parce que c'est vrai que c'est compliqué quand il n'y a pas beaucoup de pistes cyclables, mais on va y venir. Mais effectivement, voilà, tout ce qui va être transport en commun ou vélo par rapport à la pollution atmosphérique. Moi, j'aime bien, je trouve que effectivement, il faut que le politique s'engage, mais je trouve que le citoyen dont je fais partie peut aussi impacter sur sa santé, c'est-à-dire que les politiques vont mettre en œuvre des choses qui ne vont pas se faire du jour au lendemain, on le voit bien et on le comprend bien, et je crois que nous, à notre échelon, on peut aussi participer à cette lutte contre la pollution pour nous-mêmes, mais aussi pour les autres. Et là, on est inégaux. C'est-à-dire que, effectivement, celui qui habite à 25 km de Montpellier, lui, il va avoir beaucoup de difficultés pour venir travailler en vélo. Mais moi qui habite à 3 km de mon lieu de travail, eh ben, je vais travailler en vélo. Et là, je crois qu'on ne peut pas demander les mêmes efforts aux différents citoyens en fonction de leur mode de vie, de leurs possibilités, etc. Il y a plein de paramètres qui rentrent en compte. Chacun doit participer à son niveau. Moi, j'aime bien cette théorie du colibri où chacun apporte sa petite goutte à l'échafaudage en sachant que, bien évidemment, il faut qu'il y ait un engagement politique parce que nous seuls, on ne pourra pas faire la révolution dont on a besoin. Béatrice, si tu me le permets, j'aimerais juste réagir sur peler les fruits et légumes. On dit souvent que les vitamines sont dans la peau des fruits et légumes, donc c'est une idée fausse. Je me permets de réagir à ce propos. Non, ce n'est pas une idée fausse, mais on dit aussi que pour lutter contre les polluants, il ne faut plus manger de poisson. Alors vous allez me dire que le poisson est hyper bon pour la santé. Donc vous voyez qu'on tourne un peu en rond. Donc il faut essayer de trouver un équilibre qui est franchement dur à conseiller. Parce qu'évidemment, on n'a pas le contenu en polluant des poissons qu'on consomme. Mais pour la santé, on sait très bien que la consommation de poissons est associée à un bénéfice. Voilà, c'est un peu une réponse sans répondre, mais c'est difficile comme question. Alors, en effet, chacun dans son comportement individuel peut contribuer à avoir une meilleure planète. Moi, sur la base des études qu'on a menées, ce qu'on a pu mettre en évidence, je vous parlais de ces polluants-là, les HAP qui sont présents dans les cheveux, dans la peau, dans nos voies systémiques à très faible concentration, on a pu montrer qu'ils sont phototoxiques. Donc phototoxiques, ça veut dire qu'en réponse aux UV, ils vont devenir plus toxiques qu'ils le sont. Je ne sais pas, vous avez tous probablement eu des médicaments, certains antibiotiques, et le médecin a dû vous dire évitez de vous mettre au soleil parce qu'il peut y avoir une photoréactivité. Mais en fait,
une des découvertes qu'on a mis en évidence, c'est que ces polluants-là, à très faible concentration, ils ont une photoréactivité qui peuvent induire des dommages dans la peau. Et une des solutions pour se prémunir de ces polluants, alors on ne va pas jouer sur ce qu'on ingère, mais en tout cas en mettant un filtre solaire. On sait très bien que le soleil, déjà seul, est très dommageable pour la peau, mais qui plus est, avec ces polluants-là, ils peuvent être encore plus dommageables. Donc des filtres solaires, par exemple, peuvent être une solution. Mona, Pierre-Louis, merci d'être là. Vous avez séché les cours? Non. Bon, tant mieux. J'ai cru comprendre donc que vous êtes très engagés tous les deux dans la protection de notre planète. Vous n'étudiez pas la même matière. L'une, Mona, étudie la géographie et Pierre-Louis, c'est plutôt le sport. On appelle ça le STAPS, quoi. Les sciences du sport, joliment. Je vous laisse, on va vous laisser un micro et on va vous laisser poser vos questions. Et peut-être, avant de poser votre question, nous expliquer pourquoi vous vous êtes engagé, pourquoi vous allez manifester régulièrement pour la protection de la planète, parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes dans la salle, finalement, qui sont sensibles au sujet, mais qui ne font pas comme vous et restent à la maison. Tout d'abord, c'est important parce que nous, en tant qu'étudiants, on se sent concernés parce que c'est notre avenir qui est en jeu quand même. Et Mettez bien le micro. Voilà. Oui, je t'en prie, Mona, si tu as une question à Alors moi, poser. je voulais demander du coup par rapport au fait de peler les fruits et légumes. Mais si on les achète au marché, bio et local, est-ce que on doit les peler quand même ou pas du coup? Bien sûr que je l'attendais, cette question de l'alimentation bio. Alors, l'alimentation bio, déjà avant de parler d'alimentation bio, il faut savoir que les études scientifiques qu'on a en nutrition sont très difficiles à faire et très difficiles à interpréter. Parce qu'il y a beaucoup de facteurs, ce qu'on appelle des facteurs confondants, c'est-à-dire d'autres facteurs qui vont se mêler à la nutrition et qui vont rendre difficile l'analyse des études. Autrement dit, pourquoi je dis ça? Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas d'études qui démontrent que l'alimentation bio est bénéfique pour la santé. Mais c'est très compliqué à faire. C'est-à-dire qu'il faudrait prendre, si on veut faire l'étude la plus rigoureuse qui existe, il faudrait prendre un groupe d'individus, alors au moins 10 000 personnes, les soumettre à une alimentation bio, ou les faire profiter d'une alimentation bio, et les comparer à 10 000 autres individus qui mangeraient l'alimentation non bio. Et puis, il faudrait les suivre pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, pour voir s'ils développent un certain nombre de maladies, dont le diabète. Autrement dit, si au jour d'aujourd'hui, je lance cette étude, je ne verrai pas les résultats. Donc, tellement que l'étude sera longue pour apporter la confirmation scientifique. Donc, on a de fortes présomptions, on va dire. Au vu du rôle de la pollution sur le risque de diabète de type 2, on peut imaginer, déduire, mais on n'a pas la preuve rigoureuse, que d'éviter ces polluants permet de réduire le risque de diabète de type 2. D'accord? Est-ce qu'il faut conseiller l'alimentation bio? Je suis un peu gênée pour dire oui, parce que l'alimentation bio, on sait qu'elle est plus chère. Donc, conseiller à l'échelon d'une population une alimentation plus chère, c'est très délicat parce qu'on sait très bien qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas manger bio. Et moi, étant donné que je n'ai pas la preuve scientifique formelle du bénéfice, je ne peux pas recommander ça. En revanche, il paraît beaucoup plus raisonné à l'échelon d'une population de conseiller des produits frais, de saison, locaux, sans transport qui dure des heures, pas manger des cerises en plein hiver, même si c'est très bon. Ça paraît plus logique à l'échelon d'une population. Maintenant, celui qui peut manger bio, bien, qu'il mange bio. Celui qui peut se permettre d'acheter bio, qu'il mange bio, même si, encore une fois, on n'a pas la certitude du bénéfice. Mais la certitude du bénéfice, elle est très difficile à montrer et c'est toute la problématique des études en nutrition, c'est-à-dire qu'il faut suivre les personnes très longtemps et qu'on sait, je vais prendre l'alimentation bio, peut-être parmi vous, il y a des personnes qui mangent bio. On sait que les personnes qui mangent bio, elles n'ont pas le même profil que les personnes qui ne mangent pas bio. C'est-à-dire que les personnes qui mangent bio, elles fument moins, elles font plus d'activité physique, elles prennent plus le vélo au lieu de la voiture. Donc c'est tout un profil
qui fait qu'elles vont être plus tournées vers un mode de vie santé. Et ensuite, c'est difficile de dire que c'est que l'alimentation bio qui est bénéfique, parce que ce qui est bénéfique, c'est le tout, c'est-à-dire d'avoir une vie entre guillemets saine, pas fumer, de faire du vélo, de manger équilibré et des produits peu pollués. Et c'est là où c'est compliqué quand on veut donner des conseils. Et dans les études en nutrition, voilà, comme les profils sont différents, c'est pour ça que j'arrive pas à être formelle par rapport à ce bénéfice de l'alimentation bio. Mais en tout cas, sur une alimentation produit de saison, circuit court, oui. Pierre-Louis. Alors, déjà, merci de nous donner la parole. J'aimerais juste dire que, malgré le fait qu'on s'engage aussi, nous, de notre côté, là, on intervient quand même de manière individuelle. Et c'est en aucun cas la parole de l'ensemble des jeunes de cette planète qui, aujourd'hui, manifestent tous les jours pour essayer d'améliorer un petit peu le côté environnement, écologie et aussi économique et social. Alors, moi, ce que je retiens surtout de tous les discours que vous avez donnés, c'est qu'au final, c'est plus de la prévention que apporter des solutions pour lutter contre la pollution et toutes les catastrophes naturelles ou autres qu'il peut y avoir. Par rapport à notre santé, je retiens qu'il faut faire de l'activité physique, qu'il faut manger correctement. Et je suis d'accord avec vous en tant qu'étudiant en STAPS, forcément, je vais défendre un petit peu ma paroisse. Et bien sûr, il faut faire de l'activité physique, il n'y a aucun souci. Là où c'est compliqué, c'est que nous, on essaye de le faire en tant que jeunes, mais on a beaucoup de mal à sensibiliser tout le reste de la population. Et c'est là où on pêche un petit peu, nous, de notre côté, et qu'on n'arrive pas à trouver des acteurs qui s'y donnent réellement corps et âme à la sensibilisation des actions de prévention pour lutter contre la pollution et, ceci dit, pour la santé du coup et des jeunes, mais aussi de tout le reste. En cours, nous on voit quelques solutions, surtout en STAPS, et on nous expose aussi quelques problèmes dus à la pollution, dus au manque d'activité physique, à la sédentarité, à une mauvaise alimentation, à une alimentation qui n'est pas équilibrée, à certains produits aussi dopants ou etc., aux drogues. Et du coup, j'ai perdu le fil que j'avais à donner, mais... Non, j'étais en train de dire que finalement, dans tout ce que tu avais entendu, il y avait beaucoup, on soulignait la partie prévention, tu vois, je t'écoute, oui, exactement, merci, et que finalement, tu n'avais pas entendu beaucoup peut-être d'engagement dans l'immédiat, dans qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter les catastrophes naturelles qui sont en cours. C'est exactement la conclusion. Peut-être que Madame Janin peut répondre en tant qu'acteur public, parce que j'ai l'impression que tu ne te sens pas accompagnée dans tes combats, Pierre-Louis. D'abord, merci d'être engagé, parce que je peux vous dire que la prise de conscience quand même citoyenne généralisée et massifiée date d'il n'y a pas si longtemps que ça, 1 an, 2 ans, et ça nous aide beaucoup. J'ai des collègues élus que je vois dans la salle, ça nous aide beaucoup pour porter la parole face à peut-être d'autres élus qui sont là depuis plusieurs décennies, qui comprennent pas très bien, on fait des choix aussi qui sont critiqués aujourd'hui, et ça nous aide à avancer et dire oui, c'est peut-être compliqué, ça nécessite de prendre des virages à 90, c'est une expression que j'emploie très souvent quand on parle de transition écologique, et il faut le faire tous ensemble. Ça rebondit aussi sur ce que vous disiez, madame, quand on met en œuvre une politique publique, elle doit avoir la subtilité évidemment de ne pas demander exactement la même chose en termes d'efforts entre celui qui habite à 25 km et celui qui habite au centre de la ville, par exemple. Et je pense avec beaucoup de conviction que les changements de pratiques autour de la transition écologique de manière générale et de la pollution en particulier doivent venir surtout par le confort, le plaisir. On ne peut pas être dans la sanction. En tout cas, on a beaucoup plus de mal à ce qu'une politique publique soit efficace quand on est dans la sanction. Je prends l'exemple du vélo. Vous ferez adhérer beaucoup plus de gens au vélo si ils gagnent du temps dans leur trajet, ils y trouvent eux-mêmes un confort, une qualité de vie, plutôt que si vous les sanctionnez en les obligeant. Parce que finalement, obliger dans une démocratie, c'est assez compliqué et c'est tant mieux comme ça. Donc merci pour cette
cette mobilisation qui nous aide à avancer, je dirais, encore plus vite dans les politiques publiques. Nous, on a, avec l'équipe à laquelle j'appartiens, présidée par Philippe Sorel, quand nous sommes arrivés en 2014, ces questions de transition écologique n'étaient pas au centre des débats. Et on a rapidement identifié, c'est d'ailleurs là-dessus que s'est constitué ce projet politique, qu'il fallait mettre en place une prospective. Et une prospective, c'est qu'est-ce qu'on veut être dans 20 ans, 30 ans? Quelles sont les valeurs qu'on partage sur ce territoire? Vers quel chemin on a envie d'aller? Vers quelle destination on a envie d'aller? Et quel chemin on prend pour y aller? Et donc, nous avons engagé un large travail en coopération avec l'ensemble des élus pour poser cette feuille de route qui s'est traduite après dans tous les documents de planification qui ont été révisés. Et par exemple, sur la question des transports, alors évidemment, sur les transports, il y a une vision lointaine et puis on doit avoir un certain nombre d'étapes pour y arriver. Et nous avons, par exemple, mis un accent très particulier pour les années à venir sur la question des vélos. Et d'ailleurs, vous voyez qu'on en parle beaucoup, on en a cité tous plusieurs fois. On voit bien qu'on doit vraiment décarboner nos transports, nos trajets, aussi intégrer le fait que tout le monde ne peut pas le faire de la même manière. D'ailleurs, il y a une partie de la population qui ne peut pas monter sur un vélo. Il faut aussi l'entendre et l'admettre. Et nous avançons pour pouvoir accompagner les citoyens à transformer leurs pratiques. Et on est vraiment dans une concomitance indispensable et essentielle entre la politique publique et le comportement individuel. D'ailleurs, je crois que c'est assez généralement compris et entendu. L'un ne va pas sans l'autre. On peut faire les meilleures politiques publiques du monde si les citoyens individuellement, par exemple sur la question des déchets, tout simplement, le tri, ne modifient pas leurs pratiques individuellement, ça ne marchera pas. Et individuellement, on peut avoir la meilleure volonté du monde, si la politique publique ne suit pas, ça ne marche pas. Donc c'est vraiment quelque chose qui se fait conjointement. Alors évidemment, quand on traite ces questions-là, je ne vous cacherai pas qu'on oscille entre l'enthousiasme et le désespoir, et parfois au sein de la même journée. Donc ça, je crois que c'est quelque chose qu'il faut aussi admettre. Pourquoi? Parce qu'on on assiste à une véritable transition de notre société de manière générale. Hélène, Oui. je vais te laisser la parole pour laisser la parole au public. Absolument. Si j'imagine que dans le public, vous avez des questions, donc peut-être... Alors, je vois une main ici au 3e rang, s'il vous plaît. Ah ben voilà, commencez. Je vous en prie, on vous écoute. Merci beaucoup. Bonsoir, Jean-Marie Leclerc. Je voulais vous poser une question d'aspect général. Bon, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, etc. OK pour la politique publique. Il y a énormément d'affaires, parce que nous sommes tous coupables ici dans cette salle. On veut tout, en France, entre autres. Je parle que de la France et je connais bien le problème aussi mondial. On veut tout supprimer. Vous avez le cas des lobbies dont vous ne parlez pas, qui ont une puissance magistrale. Ça, les lobbies sont très forts. On veut plus d'énergie nucléaire. J'ai vendu des centrales nucléaires. On veut plus de pétrole. Vous savez où l'on en est. On veut des éoliennes. Et quand on veut mettre une éolienne ou des champs de parcs solaires, vous avez tous les paysans qui sont donc là. Donc il va falloir un petit peu qu'on harmonise un petit peu nos efforts et qu'on soit un tout petit peu plus coopératif. Parce que, je répète, il y a beaucoup de choses que l'on doit faire, OK pour les politiques publiques, OK pour faire beaucoup de choses, mais nous sommes tous coupables dans cette salle lorsque l'on dérange un petit doigt et qu'on veut bouger l'autre, c'est impossible. Alors je prendrai aussi un autre exemple, et très vite, faire mieux. sur la nourriture. Question, s'il vous plaît. Sur la nourriture, par exemple, il n'est plus question de consommer des jambons et des nitrites. Je vous demande dans la salle, si quelqu'un a trouvé des nitrites, allez chez Grand Frais, allez chez Casino, allez chez Carrefour, vous ne trouverez pas de jambon sans nitrite comme c'est interdit. Ça doit être marqué sur les paquets. Voilà un petit peu le genre d'exemple qui fait qu'on est loin d'arriver au résultat que vous voulez mentionner. Je vous salue donc pour cette prise de conscience, mais attention, tous dans la salle, si on ne fait pas les efforts, on n'y arrivera jamais. Alors, combattez les lobbies, parce que alors là, les lobbies, là, vous n'êtes pas au bout du rouleau. Merci. Merci, monsieur, pour ce témoignage. Alors, est-ce qu'il y a une autre... Oui, je vois une main qui se lève juste, monsieur. Ou, alors, qui a le micro? Alors,
Monsieur, on vous écoute Oui, pour une bonjour. question. Aujourd'hui, je suis venu à vélo. J'habite à 7 km de la place de la Comédie. Je suis donc venu de Jacou. J'ai pris des risques énormes à descendre la route de Castelnau. Il n'y a pas de piste cyclable. On passe entre les voitures. J'aurais pu me faire écraser 10 fois. Après, je prends le long du cimetière. Je ne sais plus comment s'appelle cette rue. C'était sur une piste cyclable non séparée de la route, donc pas protégée. Brutalement, un scooter est vu brutalement sur la piste cyclable pour éviter les bouchons. Il a failli me mettre par terre. Donc c'est bien les pistes cyclables, mais il ne faut pas faire n'importe quoi. Une piste cyclable, elle doit être protégée des voitures, comme on voit en Allemagne, comme on voit en Hollande. Nous, on fait des pistes cyclables sur les trottoirs. On n'a pas de protection par rapport aux voitures. Et les voitures, quand elles ne peuvent pas se garer à Montpellier, elles se garent sur les pistes cyclables. Donc je crois qu'il y a vraiment une politique à faire en matière de pistes cyclables. On en est très très loin. Madame Janin. Merci. Alors, est-ce qu'il y a juste, si vous pouvez juste vous manifester pour la prochaine question. Juste, Hélène, on va laisser peut-être Bien Madame sûr, Janin bien sûr. répondre, même si ce n'est pas tout à fait une question. Mais... c'est pas une question, mais en tout cas, c'est une préoccupation généralisée. Alors moi-même, je suis cycliste, tel que vous me voyez là. Je suis arrivée en vélo il y a quelques minutes avant qu'on démarre. Donc, il faut bien imaginer qu'on hérite de décennies de politique publique pour laquelle le vélo n'avait aucune place. Aujourd'hui, là encore, virage à 90, 34 km quand même de pistes cyclables qui ont été réalisées pendant ces dernières années, et effectivement une véritable vélorussion généralisée qui se fait en partenariat avec les associations, parce qu'alors s'il n'y a pas un meilleur acteur pour faire les retours d'expérience sur le terrain, c'est le cycliste. Le cycliste, il sait exactement tout ce que vous venez de décrire là, et celui qui fait tel trajet, il n'y aura pas meilleur expert que lui pour savoir qu'est-ce qui est à améliorer. Alors, il y a la réalisation des pistes cyclables, bien entendu. Il y a la question du stationnement sur les pistes cyclables, vous l'avez dit. Il y a aussi la question des arceaux à vélo, où je gare mon vélo et comment je peux le garer en sécurité. Donc, effectivement, on a toute une palette pour permettre au maximum de citoyens, petit à petit, de basculer vers la pratique du vélo en remplacement de la pratique de la voiture. Merci beaucoup. Une dernière question, monsieur? J'avais une question. On a entendu on entend tous les jours d'ailleurs des discours anxiogènes. Le poisson est contaminé, les polluants sont partout, les polluants augmentent l'incidence du diabète, etc. Et en même temps, la durée de la vie augmente. Donc il y a un petit paradoxe. Pourquoi la durée de vie augmente si c'était bien mieux avant? Moi, je ne suis pas tout jeune. Mais enfin, quand je me rappelle quand j'étais jeune, j'avais des gastro, des crises de foie qui en fait étaient des gastro parce que l'alimentation n'était pas saine, contaminée, pas très bien réfrigérée, etc. Donc il ne faut pas non plus faire du catastrophisme, tout n'était pas mieux avant, d'accord? Puisque si tout était mieux avant, pourquoi vit-on plus longtemps? Je pense que l'hygiène y est pour beaucoup. Et donc, il faut faire la part des choses et être raisonnable et pas faire du catastrophisme ou du déclinisme en permanence. Non, je n'ai pas du tout voulu faire de catastrophisme, pas du tout, puisque j'ai été très modérée dans mes propos. Mais en revanche, je vais revenir sur la première partie de votre remarque qui est très pertinente. Est-ce que c'était mieux avant? Avant, effectivement, on vivait moins vieux parce que, en fait, les causes de décès n'étaient pas les mêmes qu'aujourd'hui. Avant, on mourait d'infection. Vous avez très bien cité l'exemple de la gastro-entérite. Avant, on ne savait pas soigner la gastro-entérite. Il y avait moins d'utilisation d'antibiotiques. La vaccination a permis d'éradiquer un certain nombre de maladies. Avant, les femmes mouraient quand elles accouchaient. Aujourd'hui, avec les progrès médicaux et les progrès dans notre façon de vivre, effectivement, on vit plus longtemps. Et du coup, on développe d'autres maladies qu'on ne développait pas il y a 100 ans. On développe les maladies liées au vieillissement, le diabète de type 2 qui explose, l'Alzheimer dont vous avez entendu parler tout à l'heure. Ce sont des maladies liées au vieillissement qui étaient quasi inconnues il y a une centaine d'années parce que les gens ne vivaient pas aussi longtemps. Donc vous avez raison, l'espérance de vie ne fait qu'augmenter, mais il faut distinguer l'espérance de vie et l'espérance de vie en bonne santé. C'est-à-dire vivre 90 ans si vous avez toutes les maladies de la Terre, pas sûr qu'on puisse parler d'espérance de vie agréable. Et là, on est en train d'évoquer comment est-ce qu'on pourrait vivre plus longtemps en bonne santé. C'est ça, être un
alors moi j'aime pas le terme sujet âgé, hein, mais bon, être un sujet âgé en bonne santé. Et vraisemblablement qu'en limitant une part de la pollution, on peut espérer une réduction de toutes ces maladies liées au vieillissement. Je vous cite un autre exemple. Très récemment, il y a une énorme étude très bien faite qui montre que la pollution atmosphérique liée à l'utilisation des voitures, etc., est associée à un risque majeur, étude mondiale, hein, donc on est aussi concerné, est associée à un risque majeur de problèmes cardiaques, etc. Pourquoi ne pas se dire que si on limite la pollution, on va réduire ces maladies qui viennent aujourd'hui avec le vieillissement de la population. Il y a beaucoup de données pour dire que la pollution est associée à un certain nombre de maladies. Je n'ai jamais dit qu'il fallait faire la grève de la faim pour vivre plus longtemps, d'autant plus que j'y crois pas du tout. Je crois au contraire à l'alimentation plaisir. Mais je dis qu'il faut réfléchir à un mode de production et un mode à l'échelon individuel d'achat alimentaire un peu différent quand cela est possible. Pour le reste, on n'est pas maître de ce qui se passe. Merci. Donc, la réflexion, elle doit venir de plus haut, bien évidemment. Merci, merci à vous tous, merci Béatrice, merci à tous nos invités qu'on peut une nouvelle fois applaudir. Merci à vous. Et nous poursuivons donc vraiment dans quelques minutes.